Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le point sur la situation. 1. Éthique biomédicale et valorisation de la recherche. Nicolas Kopp. PU Neuropathologie, Université Claude Bernard Lyon 1. Le poids des différences entre le Nord et le Sud. Au Nord, le test est utilisé dans un domaine structuré. Le patient et les médecins sont clairement identifiés, les équipements sont sophistiqués et efficaces. Les laboratoires sont soumis à des normes de bonne pratique. Les malades sont informés des dernières avancées de la science grâce à Internet et bénéficient d'une protection sociale plus ou moins évoluée. Ces différents acteurs de santé savent lire et écrire la langue véhiculaire de la science, du savoir médical et des prescriptions. Tous vivent et travaillent dans une société moderne, technologiquement avancée, possédant une administration hautement complexe, des moyens de communication et de circulation fiables et rationnels. Dès les années 1970, Michel Foucault avait analysé cette prise en charge de la vie sous tous ses aspects par l'État moderne, particulièrement en France, et à travers le concept de biopolitique, démontré que le vivant était en train de devenir l'enjeu de nouvelles stratégies économiques et de nouvelles luttes politiques. Le monde actuel lui a donné raison. Les patients sont de plus en plus autonomes et bénéficient du soutien de leurs associations ou de leurs avocats. L'homme occidental apprend peu à peu ce que c'est d'être une espèce vivante dans un monde vivant, d'avoir un corps, des conditions d'existence, des probabilités de vie, une santé individuelle et collective, des forces qu'on peut modifier. Ils ne sont donc pas surpris lorsque le médecin leur demande un consentement écrit. Dans les riches pays du Nord, le test est donc réalisé dans un contexte complexe mais précis. Au Sud, et tout particulièrement en Afrique subsaharienne, partenaire privilégié des Européens, si les populations sont très souvent plus riches en ce qui concerne les symboles, les rites et les usages, elles sont dépourvues des éléments essentiels de survie, notamment l'accès aisé à l'eau potable. La technologie dont elles disposent est moins avancée. La perception qu'a le malade de la prise de sang est très souvent différente. Ce prélèvement est considéré avec méfiance, voire avec hostilité, car il est supposé voler une partie de l'âme et favoriser les mauvais sorts. En Afrique où la parole est sacrée, obtenir le consentement éclairé gagne à se faire oralement sous peine d'offenser son interlocuteur. De plus, cette obtention dépend souvent de la collectivité ou d'une autorité religieuse. Lorsque le traitement est disponible dans certaines régions, il est souvent inapplicable. Pourquoi ? La couverture sociale n'existe pas. La pauvreté dans laquelle vit la grande majorité des patients leur rend impossible d'acheter les médicaments non falsifiés, de se faire suivre cliniquement et encore moins, biologiquement. L'éloignement du dispensaire se mesure parfois en journées de marche. Médecins et personnels infirmiers manquent cruellement. L'absence de voies de communication et le manque de moyens de transport accroissent encore la difficulté des rendus des résultats, ce qui retarde également la mise en route des traitements. De plus, dans certaines régions d'Afrique centrale en proie à une désorganisation majeure de la société, plus du tiers de la population est touchée par le VIH-Sida. Enfin et presque partout, les soignants doivent éviter le rejet du patient par son village. D'emblée, le poids des différences entre la culture technologique et individualiste du Nord et la culture plus solidaire du Sud apparaît de manière évidente. La recherche biologique est souvent inexistante dans les pays les plus défavorisés, mettant ces pays en situation de captifs vis-à-vis du Nord et de ses industries pharmaceutiques. Aujourd'hui, le monde occidental n'admet ni tabous, ni domaines interdits à l'étude et à la recherche, favorisant ainsi l'esprit d'acquisition individuelle et la recherche de profit. Cette tendance est aggravée par le fait que nombre de maladies tropicales sont plus ou moins orphelines, le Sud n'étant pas économiquement attractif pour ces industries. Dans le Sud, du fait de conditions beaucoup moins contraignantes qu'au Nord, le nombre d'essais thérapeutiques connaît une augmentation spectaculaire. Ces conditions ont été si attractives pour la recherche médicale mue par le marché profit qu'une seconde ruée vers l'Afrique semble en cours, comparable à celle ayant abouti à sa partition par les impérialismes européens en 1884. Non seulement le chercheur africain est souvent isolé, mais encore il ne dispose pas d'équipements suffisants, hormis quelques exceptions,
notamment à l'Institut Pasteur de Dakar, Sénégal, et dans le laboratoire P4 de Franceville, Gabon, ni de la masse critique, ni de l'environnement scientifique, ni de crédits suffisants pour acquérir les équipements nécessaires pour s'abonner aux revues médicales et scientifiques spécialisées, ou pour pouvoir participer aux congrès internationaux. La fuite des cerveaux est particulièrement dramatique compte tenu de l'effort investi pour former les médecins et les scientifiques, qui vont finalement quitter leur patrie. Certes, il existe des îlots de médecine moderne dans le Sud. Leur relation avec la médecine traditionnelle devrait et pourrait être améliorée, notamment en normalisant la préparation des plantes traditionnelles. Dans les années 1960, une interpénétration exemplaire entre psychiatrie moderne et traitement traditionnel des troubles mentaux, autour d'Henri Collomb au CHU de Fannes, à Dakar, a connu une existence éphémère. Cette expérience fructueuse demeure malheureusement une exception. Le VIH-Sida, une maladie tristement emblématique de l'écart entre le Nord et le Sud. Au Nord, jusqu'au début des années 1980, le VIH-Sida fut une maladie en phase d'exception, puis il devint un véritable moteur éthique, induisant de nouveaux comportements sexuels, modifiant la perception de certaines minorités par le public, générant un activisme associatif, etc. Désormais, le VIH-Sida n'est plus en phase exceptionnelle mais en phase normalisée. En effet, des traitements efficaces sont applicables. Au Sud, en Afrique subsaharienne, le VIH-Sida n'a pas atteint la phase normalisée, bien que certains pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Sénégal, aient mené, dans le cadre de la lutte contre les maladies infectieuses, une remarquable politique de prévention tenant compte de l'importance de la prise en compte de l'environnement, de la nutrition, de l'accès fiable à l'eau potable et autres mesures d'hygiène préventive. La réalisation de tests biologiques en Afrique subsaharienne est un premier exemple simple et clair de la mise en relation, voire de la confrontation des structures et des mœurs en santé, ainsi que de la médecine en usage dans le Nord, avec celle du Sud. La réalisation des tests biologiques pose des problèmes spécifiques en Afrique. Le VIH-Sida est la maladie tristement emblématique de la situation sanitaire en Afrique subsaharienne. De manière générale, les tests de séropositivité au virus du VIH-Sida, tests HIV, sont réalisés suivant 4 étapes chronologiques. Première étape, avant la réalisation du test. La prévalence du VIH-Sida varie suivant les régions et les pays. Le Mali et le Sénégal, par exemple, sont des pays de prévalence moyenne. Dans certains pays d'Afrique centrale, en proie à une situation politique et sociale souvent chaotique, la prévalence peut atteindre 25 à 30%. Cette maladie y connaît donc le statut de véritable catastrophe nationale. L'information des populations sur la prévention du VIH-Sida est parfois remarquablement organisée, notamment au Sénégal. Une politique intelligente favorisant et mobilisant l'aide des structures sociales et des autorités morales, en particulier religieuses, y a rendu cette prévention possible. Œuvrant souvent depuis 10 ans, voire 15 ans, Sénégal, les comités d'éthique contribuent également à la formation et à l'information des populations dans le cadre de campagnes de prévention. Grâce à ces comités, les individus sont informés de manière concrète et précise où, quand, comment, pourquoi les tests sont réalisables. Au Mali et au Sénégal, des laboratoires de référence existent. Les banques de sang et les hôpitaux y sont souvent suffisamment équipés. Le problème majeur reste celui du prix qui limite l'accès aux tests. Un autre problème émerge, celui du risque de désengagement des politiques, ce qui facilite l'apparition des laboratoires privés d'où peut résulter une sélection par l'argent, alors qu'une grande partie de la population ne peut payer. En Côte d'Ivoire, un très intéressant projet procède à la traduction, en 15 langues vernaculaires, d'éléments lexicaux destinés à permettre aux populations locales d'avoir une véritable compréhension du VIH-Sida, en particulier grâce à la reconstitution et la restitution du sens de la maladie. De ce point de vue, il est essentiel de prendre en compte les peurs que la nécessaire prise de sang peut encore aujourd'hui induire. Dans l'Afrique traditionnelle, les agents pathogènes sont souvent le sorcier ou le magicien. Ce sont donc eux et non les thérapeutes qui prélèvent les substances corporelles du malade afin de les travailler, c'est-à-dire consommer l'énergie vitale qu'elles véhiculent. Ce fait culturel permet de comprendre la suspicion qui peut entourer les analyses de laboratoire,
surtout lorsque ces substances métonymes du malade sont laissées à la portée de n'importe qui. Cela peut expliquer, en partie, le prestige ambigu dont, à l'instar des sorciers, jouissent les infirmiers qui piquent un patient et conservent ces substances. Le consentement du patient doit être obtenu, et la décision revient souvent à la famille ou à la communauté élargie qui est sous l'autorité du chef du village. La personne à qui le soignant demande une signature au consentement peut considérer que c'est un manque de confiance insultant, ou avoir peur de signer un document risquant d'être un jour politiquement compromettant. Enfin, pour que le consentement soit éclairé, il importe que l'individu ait compris toutes les explications qui lui sont données et c'est pourquoi une traduction en langue vernaculaire peut s'avérer nécessaire. Cela implique un minimum de connaissances. Ces difficultés semblent assez bien surmontées au Mali et au Sénégal. Deuxième étape, du prélèvement à la divulgation du résultat. L'accès au diagnostic pose un véritable problème de santé publique. L'autodiagnostic de sérologie HIV est jugé inacceptable. C'est pourquoi le test est prescrit par un médecin et réalisé par un biologiste. Ce dernier doit disposer de moyens technologiques et d'une logistique afin de transporter, conserver et stocker le prélèvement. L'apparition des tests rapides, qui pourront être réalisés directement par le médecin dans les dispensaires les plus éloignés des grands centres, permet maintenant d'utiliser des appareils extrêmement légers. En cas de doute, le prélèvement est envoyé à l'Institut Pasteur pour confirmation. Ce point est capital et souvent difficile à régler. Toutefois, le coût du test peut être rédhibitoire pour un patient africain et ce point très important marque encore la grande différence existant entre les Africains et les Européens. Enfin, entre la prescription du test et le rendu du résultat, il peut s'avérer impératif d'organiser un suivi. Dans la lutte contre le VIH/SIDA, les professionnels du sexe sont généralement déjà suivis. Les populations pouvant poser problème sont les occasionnels LES du sexe. L'information est capitale et la prévention indispensable, si possible accompagnée de la distribution de préservatifs. Troisième étape, le rendu du résultat. Le rendu du résultat est du ressort du médecin qui a prescrit le test, et non de celui du biologiste. Au Sénégal, le biologiste rend le résultat au patient dans une enveloppe fermée adressée au médecin prescripteur. De manière générale, il arrive malheureusement, dans le cas d'un dépistage effectué dans les centres de dépistage volontaires et anonymes, que le problème de la confidentialité soit soulevé. En effet, l'accès à ces centres n'est pas toujours discret et certains patients ne reviennent pas chercher leurs résultats. C'est pourquoi, dans ce contexte, les tests de diagnostic rapide présentent un intérêt majeur, à condition toutefois que le médecin soit autorisé à réaliser lui-même cet acte. Alors qu'en cas de positivité d'un test VIH rapide réalisé par un biologiste et non par un médecin, le résultat ne doit pas être donné par le biologiste au patient. En cas de paludisme, il est utile de le lui donner immédiatement. Il est donc également très important de veiller à la formation des médecins, en ce qui concerne le rendu de résultats et ses conséquences sur le patient, d'où la nécessité de former ces acteurs de santé à la prise en charge des résultats en définissant bien les règles. Quatrième étape, la prise en charge du patient. Malgré la diminution de leur prix, les médicaments restent extrêmement souvent inaccessibles aux patients de l'Afrique subsaharienne. Il est souvent impossible de leur dire « Vous allez être dépisté puis nous serons tenus de vous suivre et de vous traiter ». L'honnêteté envers le patient est essentielle. Force est donc de constater que la bioéthique européenne est peu ou pas transposable en matière de diagnostic du VIH/SIDA, et qu'il faut prendre en compte les spécificités propres à l'Afrique subsaharienne. Or, la langue de bois, et certains non-dits liés à des considérations tabous, doivent être reconsidérés face à la puissance grandissante et dévastatrice de cette pandémie africaine. Les banques de prélèvement sanguin. Outils de recherche incontournables dans les pays riches, les banques de prélèvement sanguin ou en France, les centres de ressources biologiques CRB, sont de plus en plus structurés, sécurisés, réglementés. Dans les pays en développement, ces banques sont souvent rudimentaires. Certaines, plus élaborées, existent cependant, notamment à l'Institut Pasteur de Dakar ou encore dans le laboratoire P4 de Franceville au Gabon.
Les chercheurs du Nord ont parfois tendance à piller en quelque sorte ces banques du Sud par la publication d'études réalisées en collaboration avec des biologistes locaux, sans mentionner leur nom parmi ceux des auteurs. Toutefois, au crédit des chercheurs du Nord, certaines de ces publications, notamment celles destinées à la collectivité scientifique mondiale, peuvent profiter à tous. Le monde, au Nord comme au Sud, a enrichi les collections européennes des laboratoires par des fonds de tubes qui n'ont jamais été détruits. En l'état actuel, il est impossible de gérer cette situation, mais les résultats servent souvent également à la collectivité scientifique mondiale. Un certain nombre de réflexions s'ensuit. En effet, d'une part, le patrimoine génétique appartient à une population spécifique et d'autre part, de telles études sont parfois liées à une recherche clinique, essai thérapeutique, à laquelle sont associés les prélèvements qui constituent ainsi une collection, une banque de prélèvements et de données. Dans ce cas, la demande du consentement du patient paraît hypocrite dans la mesure où il est informé que des prélèvements seront effectués et le tube, détruit. Or, ce n'est pas toujours le cas. Il importe donc que certaines précisions soient dûment spécifiées dans le consentement. Acceptez-vous qu'un prélèvement soit conservé pour cette étude ? Acceptez-vous que ce prélèvement soit éventuellement utilisé pour d'autres études, sans que vous en soyez informé ? Acceptez-vous de céder ce prélèvement à un partenaire étranger ou à un partenaire privé ? La diffusion des résultats de la recherche. Lorsque les chercheurs souhaitent publier, le facteur temps doit être pris en considération. La vie d'un laboratoire de recherche biomédicale est souvent stressante. C'est pourquoi, entre l'émergence d'une idée, l'hypothèse de recherche et la diffusion de la publication, de nombreuses années peuvent s'écouler. Or, les chercheurs sont évalués, promus et financés non seulement en raison de la qualité de leurs publications, mais encore selon la quantité de leurs interventions dans les congrès et autres prestations médiatiques. Cette course à la notoriété favorise la diffusion fragmentée des données préliminaires. Le pouvoir des comités de lecture. Le parcours vers la publication est parsemé d'embûches soulevant de fréquents problèmes d'éthique. Lorsqu'un projet d'article est soumis à une revue par un scientifique, les membres du comité de lecture, eux-mêmes experts, analysent le manuscrit. Il arrive qu'il y ait conflit d'intérêts entre un référent et l'auteur. La publication de l'article peut alors être refusée pour des motifs inavoués, ou encore retardée par la demande de précisions complémentaires, provoquant ainsi un va-et-vient du manuscrit entre l'auteur et le référent jusqu'à ce que le texte soit conforme aux exigences de ce dernier. Pendant ce temps, le référent peut détourner le travail de l'auteur à son avantage et le faire publier sous son propre nom après y avoir apporté d'autres éléments qu'il lui est facile d'obtenir s'il dispose de plus de temps, d'un laboratoire mieux équipé, ce qui est souvent le cas dans le Nord, et d'une équipe plus nombreuse. Ce problème est encore plus aigu pour les chercheurs des pays du Sud qui, souvent, ne peuvent rien publier s'ils ne citent pas un auteur du Nord dans leur publication. Enfin, certains travaux soumis au comité de lecture sont refusés lorsqu'ils présentent des résultats négatifs. Or, ces résultats peuvent être de grande valeur en soi et présenter un grand intérêt pratique. À ce sujet, il n'est pas inutile de rappeler que la déclaration d'Helsinki recommande la publication des résultats négatifs. La diffusion des articles scientifiques. Les articles sont diffusés en priorité dans les revues scientifiques spécialisées. Cependant, l'accès à ces revues est difficile pour les chercheurs africains car les prix des abonnements sont souvent prohibitifs. L'utilisation d'Internet devient pour le chercheur un autre moyen de diffusion. En effet, la mise en place des archives ouvertes et la possibilité de publier dans une revue en ligne avec un comité de lecture permettent de rendre public à moindre coût les résultats de la recherche. Enfin, les revues de vulgarisation, la télévision, les projections de films dans les villages permettent d'allier l'information et la prévention. La recherche clinique. Au plan de la santé publique mondiale, l'éthique commande de favoriser au maximum la diffusion des résultats de la recherche clinique afin de protéger ainsi autant les expérimentateurs que les expérimentés. L'éthique peut également aider à résoudre le problème de certaines études cliniques, effectuées en Afrique. Certains chercheurs recommandent l'instauration d'un système de guichet unique, avec enregistrement d'essais cliniques.
Une telle plateforme est actuellement mise en place par la Commission européenne, en partenariat avec les pays en développement. Ce système mettra la transparence en première ligne. Les essais cliniques seront bien décrits. Les attributions de chaque acteur, le lieu et les conditions de réalisation de l'acte seront précisées. La valorisation de la recherche. La valorisation de la recherche a un lien direct avec les enjeux économiques de la société. Difficile à anticiper, elle doit être encouragée. Dans le domaine biomédical, la valorisation a pour finalité la bonne pratique et la qualité des soins. Les méta-analyses apportent parfois des résultats intéressants, car elles proposent la synthèse des études qui sont conduites. Toutefois, seule la synthèse des résultats positifs apparaît. Il est donc important que les chercheurs africains puissent accéder aux résumés de congrès, aux thèses, à la littérature grise et aux informations orales obtenues auprès de collègues. De manière générale, il est clair que les scientifiques exerçant en Afrique subsaharienne sont très désavantagés par rapport à leurs collègues européens. Ces chercheurs travaillent dans des conditions pénalisantes à cause du manque de documentalistes, d'un déficit en abonnement aux grandes revues scientifiques et médicales trop chères, du manque d'argent pour assister au congrès. Cet handicap financier explique les difficultés qu'ils rencontrent pour être compétitifs. Leurs équipements sont moins performants, la maintenance est faible, voire inexistante, et les salaires sont peu attractifs. Nombre de chercheurs sont tentés par l'émigration. Divers auteurs qualifient cette situation d'apartheid scientifique. La circulation et la diffusion des biotechnologies ne renouvellent cependant pas l'utilisation de la médecine à l'instar d'un outil de domination comme lors du colonialisme. En effet, les biotechnologies prennent place sur un terrain plus complexe. Elles ne connectent pas empires et sujets colonisés, mais des agences de santé, des immigrants et des informaticiens, des multinationales et des gens marginalisés. L'exil des cerveaux. Certains étudiants africains formés dans des universités de l'Afrique subsaharienne sont devenus des médecins ou des biologistes, puis partis se spécialiser en France, dans d'autres pays européens, ou bien encore en Amérique du Nord. Un nombre important d'entre eux n'est pas revenu au pays. Parfois pour des raisons politiques, mais également pour des raisons économiques et personnelles. Parfois aussi parce que, du fait de leur spécialisation ou de leur thématique de recherche, ils ne trouvaient pas en Afrique les équipements et les aides techniques suffisamment modernes et efficientes pour satisfaire les conditions nécessaires pour pratiquer leur métier de médecin, de biologiste ou encore de chercheur, profession plus exigeante. Les États et les populations de l'Afrique subsaharienne ont investi lourdement pour former ces personnels sanitaires hautement qualifiés qui quittent, voire abandonnent, leur pays qui a cruellement besoin de ces experts. Cette situation résulte du contact et des échanges entre deux types de cultures, celle du Sud et celle du Nord. Elle est contraire à l'éthique. Le droit d'ingérence humanitaire fait maintenant partie du paysage international. Dans le même registre, ne pourrait-on pas envisager un droit d'aide au retour pour ces compétences rares et vitales pour le pays d'origine ? Cette question soulève un problème d'éthique interculturelle, car l'exil se double souvent de souffrances, parfois de drames humains liés à l'exil, même volontaires, et tout ce qu'il comporte d'efforts d'adaptation culturelle, sociale, émotionnelle, climatique. Tout n'est pas négatif dans cette émigration, car le biologiste-chercheur travaillant dans un laboratoire du Nord sera plus productif du fait de l'environnement et des équipements dont il dispose. De plus, ces productions scientifiques auront plus de chances d'être publiées et seront ainsi utiles à la communauté scientifique mondiale. Il n'en demeure pas moins que la recherche africaine a fort à faire pour se développer. L'avance du Nord est difficile à rattraper. Il lui faudra des moyens, des politiques volontaristes. Il faudra aussi emprunter au Nord une manière de concevoir la recherche qui soit étayée notamment par l'idéologie de l'intérêt rationnel, par un esprit de découverte omnivore, par une pulsion à systématiquement unifier, monopoliser, breveter et commercialiser les découvertes et une propension à disséminer et promouvoir ses idées, sa vision, ses convictions et ses pratiques sous le masque d'impératifs universels, de rationalité et de moralité qui s'imposent à tous. Quelle solution ? Les comités d'éthique médicale africains, encore peu nombreux et souvent dépourvus de moyens de communication efficaces, pourraient travailler en groupe de réflexion sur la perception de la maladie,
en s'aidant des concepts de la philosophie africaine et en les intégrant. Toutefois, les actions concrètes constituent le besoin le plus pressant. Ces comités peuvent soutenir l'organisation d'actions de prévention, d'éducation et d'information pour la santé et l'hygiène, en faisant appel aux marabouts, aux autorités religieuses, aux tradipraticiens et aux femmes. Les comités d'éthique jouent également un rôle protecteur de la population lors d'essais cliniques. Ils peuvent également agir en initiant et en encadrant des démarches diplomatiques et juridiques qui permettent et favorisent l'accès aux médicaments génériques. Un espoir pour le monde. L'éthique intervient maintenant dans la construction internationale du droit, de même que l'éthique précède le droit au niveau national, grâce aux structures qui la soutiennent et à divers documents de valeur juridique, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toutefois, les grands textes internationaux se préoccupent plus de bioéthique que d'éthique médicale du soin et d'éthique clinique. Néanmoins, œuvres de pionniers éclairés, ces déclarations, chartes et autres textes phares ont une portée éthique et utopique très importante. En effet, l'utopie peut stimuler d'importantes innovations sociales. C'est le cas de l'un des textes fondateurs de l'Organisation des Nations Unies, la Charte de l'ONU qui devait commencer par l'expression pleine d'espérance de « We the Peace-Loving Nation », expression qui a finalement inspiré celle de Peace-Loving State dans son article 4. Les constitutions, déclarations et conventions de l'UNESCO et de l'Organisation mondiale de la santé ont volontiers, elles aussi, une connotation éthique qui donne du sens à l'interculturalité. Ainsi, la Constitution de l'OMS, 1948, énonce clairement que la vie, la souffrance et la mort, étant le lot commun de l'humanité, doivent non seulement être l'objet des activités de cette institution spécialisée de l'ONU, mais encore permettre d'améliorer la compréhension, les échanges, les liens interculturels entre les nations. Une récente communication de J.H. Bryant, intitulée « Questions d'éthique liées aux récentes évolutions du secteur de la santé », met l'accent sur les 4 principes énoncés par Beauchamp et Childress en 1979. Ces principes, souvent présents dans la boîte à outils des éthiciens, constituent les principes cardinaux de l'éthique anglo-américaine et occidentale. Ils sont de plus en plus critiqués par ceux qui considèrent que ces principes sont centrés sur l'individu et sur l'autonomie individualiste et n'ont qu'un rapport lointain avec les structures désirables de la santé publique et du social. En effet, suivant cette approche, l'autonomie individuelle prime sur la justice, c'est-à-dire sur le bien commun de la population d'un État. Droit et éthique doivent être complémentaires mais rester clairement séparés. Certes, le droit peut être non éthique. Les lois sont des produits de systèmes politiquement motivés et souvent des compromis entre des intérêts divergents et en compétition. Elles sont parfois non éthiques, immorales, en témoignent les lois anti-juives de la France pétainiste. Actuellement, le droit apparaît parfois comme une solution de rechange, comme un remède aux lenteurs et aux ambivalences de l'éthique. Car la loi est stable et le droit est appliqué par l'État. Si l'on parle de force de loi, c'est parce que le droit permet en principe de transformer des devoirs éthiques en devoirs légaux. 2. Le consentement éclairé. Marie-Pierre Réty. Documentaliste, CHU de Lyon. Depuis 1995 en France, obtenir l'autorisation d'un patient ou de ses proches de pratiquer sur lui un acte de soin ou d'investigation est devenu une démarche fréquente chez les médecins. Ce consentement est dit éclairé, ou informé, car il doit être précédé d'une information clairement donnée au patient sur la nature de l'acte. Le consentement est libre. Le patient peut librement ne pas le donner ou le reprendre à tout moment et s'il possède toutes ses facultés, sa volonté devra être respectée.
Dans les pays en développement, le poids de la communauté et le respect des traditions représentent souvent des freins puissants au développement de cette pratique. En France, le chapitre 2 du titre 2 du livre 1er de la première partie du Code de la santé est intitulé « Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement », art. 89 de la loi 2004 à 806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Déjà, en 1995, les articles 35 et 36 du Code de déontologie médicale évoquaient le devoir du médecin d'informer toute personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, sur les investigations et les soins qu'il lui propose. Ainsi, dans tous les cas, le médecin doit rechercher le consentement de la personne. Dès 1995, la charte du patient hospitalisé a reconnu au patient le droit de refuser un acte médical et celui de participer à la recherche. De façon quasi unanime, la position internationale actuelle est de ne pratiquer aucune intervention sur un être humain sans son consentement préalable. La transparence doit être la règle. Le consentement est donné par écrit ou, en cas d'impossibilité, attesté par un tiers qui doit être totalement indépendant de l'investigateur et du promoteur. L'article L1122.1.1 du Code de la santé publique stipule qu'aucune recherche biomédicale ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé, recueilli après qu'il lui a été délivré l'information prévue à l'article 1122. Dans les pays où le multiculturalisme est important, l'attention porte sur la forme prise par l'information donnée aux patients. Dans une étude datant de 1996, E. Gordon met l'accent sur le droit du patient de refuser toute information, tout acte médical. Ce droit au refus et à l'ignorance permet de respecter l'aspect multiculturel des patients. À ce niveau de respect de la volonté du patient, le problème éthique se pose de façon plus aiguë. Le médecin doit-il agir malgré l'absence de consentement ? Faut-il continuer de soigner un malade qui, atteint par le VIH/SIDA, refuse tout acte médical ? La transposition de ces pratiques dans les pays en développement est une réelle gageure tant les traditions pèsent lourd. En Afrique subsaharienne. Dans le contexte africain traditionnel, la société est avant tout communautaire et le chef y a tout pouvoir. Sa décision prime sur celle du chef de famille et celle de sa famille sur celle du patient. Ainsi, le consentement éclairé, individuel, est presque encore impossible à obtenir dans certains pays africains où le sujet demeure un sujet communautaire. En effet, dans la relation de soins, la confiance du malade peut osciller entre celle qu'il accorde au soignant, celle qu'il accorde au chef de la communauté et celle qu'il accorde au guérisseur local. Ainsi, il n'est pas rare d'obtenir un consentement collégial donné par le chef de tribu, mais demandé par le chef de famille, l'intéressé lui-même n'étant pas toujours informé. Souvent, ce consentement n'est pas matérialisé par un écrit. La seule parole donnée est suffisante. Elle a plus d'importance qu'une signature dont la demande peut être considérée comme insultante. Au Bénin, rapporte Marie-Charlotte Boisseau, c'est la parole donnée la nuit qui fait foi. Dans un tel contexte, la même question se pose, qui doit donner le consentement ? L'individu, la communauté, les deux ensemble ? Il est impératif de veiller à ce que la position de l'individu ne s'oppose pas à celle du chef coutumier ou du chef communautaire. Pour les demandeurs de consentement, il ne s'agit pas d'une simple formalité administrative et l'obligation d'expliquer de façon pédagogique est primordiale. Cependant, l'Afrique évolue et de nouvelles pratiques se font jour. La scolarisation plus importante des Africains et notamment des filles les rend plus indépendants vis-à-vis de leur structure sociopolitique et de leurs concitoyens. En effet, aller à l'école autorise une plus grande liberté de la femme par rapport à l'homme et, de manière générale, de l'individu par rapport à la communauté familiale et sociale. La mutation actuelle qui s'opère en Afrique tend vers une affirmation de l'individu et en conséquence vers sa responsabilisation. Néanmoins, il demeure difficile de trouver une forme de communication tant sont nombreuses les langues vernaculaires dans certaines régions particulièrement isolées. Une étude faite en Côte d'Ivoire sur les problèmes linguistiques posés par l'établissement d'une politique nationale contre le VIH/SIDA a abouti à la traduction du projet en 15 langues locales. Dans d'autres situations, la traduction peut s'avérer impossible lorsqu'elle correspond à des notions inconnues des patients.
Le rôle du patient dans le processus du consentement. Le patient est-il objet ou sujet? À l'origine, le patient est sujet. Il agit, donne son avis et il est inclus dans le processus. Toutefois, des zones d'ombre demeurent encore et seules l'éducation, l'honnêteté et le respect éthique peuvent les faire disparaître. Les limites du consentement. Obtenir un consentement éclairé du patient est la première action à mener avant tout acte de soin ou d'investigation. Mais l'information du patient est-elle bien faite? Est-elle complète? Une grande marge sépare ce qui est et ce qui devrait être. Le patient n'est pas toujours complètement informé. Ainsi, lors d'un prélèvement, le patient est informé du but du prélèvement, mais pas d'autres buts éventuels. Afin de l'éclairer complètement et de respecter l'éthique, il faudrait aussi lui demander s'il accepte que son prélèvement soit ultérieurement utilisé pour une autre étude. Adopter systématiquement ce processus constituerait la bonne attitude pour aller dans la direction d'un véritable consentement éclairé, ainsi nettoyé de toute hypocrisie et protégé de toute perversité. Gianni Vattimo, à propos des enjeux du génie génétique, pense que l'ennemi de la génétique pourrait être le pouvoir politique et que le principe de consentement est le seul bouclier à notre disposition, le seul principe qui puisse être opposé à l'autoritarisme. Le consentement éclairé est l'une des procédures les plus répandues en éthique. Cette procédure est souvent détournée, car fondée sur de fausses informations, surtout dans le domaine de l'expérimentation ou lorsqu'il s'agit de patients appartenant à des couches sociales défavorisées. Le manque d'instruction et de participation à la politique de santé entrave trop souvent la procédure de demande du consentement éclairé dans les pays en développement. Le principe du consentement éclairé devrait faire partie d'un processus pédagogique, alliant non seulement de simples informations écrites, mais encore des explications orales, voire visuelles de la part de l'investigateur. En conclusion, Vijay Kaushik offre une intéressante réflexion. La division personnelle, sociale n'est pas un exemple de norme, mais un double exemple qui reflète au contraire la nature dynamique de l'attitude de la personne envers la famille, la société, la religion. On peut constater la nécessité d'une telle attitude dans tous les aspects de la vie, sociale, éthique, culturelle et de fait juridique afin de donner sa juste compréhension au principe du consentement informé dans les nations en voie de développement. 3. Le droit international et l'éthique en santé. Marie-France Calu. Maître de conférences, directrice adjointe de l'Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales, Faculté de droit, Université Jean Moulin, Lyon 3. Parler du droit international et de l'éthique en santé n'est guère facile, car cela revient à vouloir concilier deux éléments éminemment différents. L'un, le droit, a une visée normative. L'autre, l'éthique, s'appuie sur un questionnement visant à clarifier des recherches ou des pratiques interrogeant ceux qui les accomplissent ou les subissent. Toutefois, comme tous les éléments a priori antinomiques, ils se rejoignent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.